Bonsoir à tous, merci de suivre RTI 1 ce lundi, les titres du 20h. La procureure de la Cour pénale internationale fait appel contre l'acquittement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé prononcé en janvier dernier. Laurent Gbagbo a été reconnu non coupable de crimes contre l'humanité commis en 2010 et 2011 et libéré en février dernier sous condition. Dans 21 mois, le carrefour de l'Indénié dans la capitale économique ivoirienne va afficher un nouveau visage. Des travaux d'assainissement et d'aménagement ont démarré aujourd'hui grâce à un financement de la Banque islamique de développement à hauteur de 24 milliards de nos francs. Un autre projet pour accroître l'efficacité du système de transport public et améliorer l'accessibilité aux opportunités économiques et sociales. Le projet de mobilité urbaine d'Abidjan va être financé grâce à un accord signé ce lundi entre le groupe de la Banque mondiale et l'État ivoirien pour plus de 175 milliards de francs. Coopération en Côte d'Ivoire-Mali, une association a été créée pour marquer les excellents rapports entre les deux pays voisins. Le groupement transfrontalier Côte d'Ivoire-Mali est né à Tingrela, région nord-ivoirienne. Bienvenue. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ex-ministre Charles Blé Goudé sont fixés sur leur sort. La procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda a fait appel ce lundi de l'acquittement prononcé le 15 janvier dernier en faveur des deux hommes. Gabriel Zani. Acquittés sous condition le 15 janvier dernier, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé pourraient repartir en procès. Fatou Bensouda, la procureure de la Cour pénale internationale, a fait appel de la décision de leur acquittement. La procureure a désormais 30 jours pour déposer un mémoire détaillant les motifs juridiques de son appel devant la chambre d'appel. Après cette étape, la chambre d'appel doit entendre les points de vue des parties sur les motifs d'appel. C'est à ce moment-là que les juges de cette chambre entrent en ligne de compte pour examiner les preuves, la recevabilité de l'appel. La chambre peut définir aussi les dates pour les dépositions de ces soumissions et parfois ordonner la tenue d'audience en appel si nécessaire. C'est après toute cette procédure que la Chambre pourra prendre la décision de confirmer ou non la décision d'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé prise en première instance. La Chambre rendra son arrêt de façon publique en temps voulu. Pour rappel, l'ancien président ivoirien est à ce moment en résidence surveillée à Bruxelles et Charles Blé Goudé est toujours à La Haye, n'ayant pas encore trouvé de pays d'accueil. Les deux acquittés sous condition sont poursuivis pour crimes contre l'humanité pour les violences post-électorales de 2010-2011. Les travaux d'aménagement du carrefour de l'Indénié ont été lancés par le ministre d'État, ministre de la Défense ce matin. 24 milliards de francs CFA décaissés par la Banque islamique de développement vont permettre de réaliser ces travaux et cela sur une durée de 21 mois. Herman Guivet. Voici le nouveau visage que présentera dans exactement 21 mois le carrefour de l'Indénié. Un aperçu en version 3D de ce que sera l'œuvre, de quoi rompre définitivement avec les souvenirs d'une époque lointaine et redonner à la baie de Cocody un souffle nouveau. Le coup d'envoi des travaux d'aménagement du carrefour de l'Indénié donné par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui représentait le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly pour l'occasion. Fruit de l'excellence des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc. Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et son frère, le président Alassane Ouattara, suivent avec une attention particulière l'avancement de ce projet pour qu'il connaisse une évolution régulière, tout en attachant une grande importance au respect permanent des meilleures normes internationales en la matière. Le coût des études afférentes, financé à 100% par l'État de Côte d'Ivoire, coût global des travaux est suivi entièrement financé par la Banque islamique de développement, la BID, à environ 24 milliards de francs CFA. À ce jour, le total du portefeuille des opérations en cours s'élève à près de 1,2 milliard de dollars pour 25 projets. Ces chiffres traduisent le dynamisme de la coopération entre la Banque islamique et la Côte d'Ivoire. Je puis vous assurer que la BID ne ménagera aucun effort pour soutenir la réalisation de cet ouvrage. L'aménagement du carrefour de l'Indénié, en plus de s'intégrer dans un environnement homogène avec le 4e pont, le pont de Cocody et la baie de Cocody aménagée, permettra l'amélioration de l'écoulement des eaux du continent vers la lagune et d'autre part de traiter la question
de la congestion du trafic au niveau du carrefour de l'Indénié et de Roboul. On le voit, le projet d'aménagement du carrefour de l'Indénié est une autre marque du génie bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne qu'est son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, à qui vous me permettez de rendre ici un vibrant hommage. J'associe à ces hommages son Excellence le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le chef d'orchestre qui met en œuvre cette belle symphonie qui porte si merveilleusement notre pays vers son émergence. Le projet d'aménagement du carrefour de l'Indénié s'inscrit au nombre des grands projets de développement engagés par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie et de mouvement des populations. Une fois encore, l'ambition de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, de poursuivre l'œuvre de construction de la Côte d'Ivoire pour le bonheur des Ivoiriens et de tous ceux qui y vivent. Dans cette perspective, l'action de son gouvernement, conduite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, vise à réaliser des projets structurants dans les domaines des infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires et ferroviaires. Dans ce cadre, j'invite, au nom du Premier ministre, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier et son équipe que je félicite pour le travail déjà abattu, à poursuivre leurs efforts afin de s'assurer du bon déroulement des travaux. Cible, populations urbaines, la réduction du temps moyen de traversée du carrefour qui passera de 20 minutes dans la situation actuelle à 5 minutes dans la situation après projet. Voyons maintenant en détail en quoi consistent exactement ces travaux qui vont coûter 24 milliards de francs CFA. Herman Guivet. Au carrefour de l'Indénié sera construit un canal en béton à ciel ouvert de 49 mètres de largeur et d'environ 200 mètres de longueur. La construction de 2 ouvrages nord et sud de l'Indénié d'une longueur de 55 mètres chacun et d'une largeur de 12 mètres chacun est envisagée afin de permettre de franchir le canal de la baie de Cocody. Le pont autoroutier existant sera élargi sur une longueur de 64 mètres et une largeur de 6,5 mètres. Un pont, celui de Fraternité Matin, sera également construit. Il permettra de relier Adjamé, Fraternité Matin, au plateau en enjambant le carrefour Reboul. De nouvelles voies bitumées d'une longueur totale de 4160 mètres seront créées au carrefour Reboul. Un viaduc de 154 mètres de long et 17,5 mètres de largeur sera construit. 13 nouvelles voies latérales d'une longueur totale de 2440 mètres de largeur variant entre 7 mètres et 215 mètres seront créées. 4 giratoires d'une longueur totale de 820 mètres, 4 ponts d'une longueur totale de 219 mètres sortiront de terre. Et dans la même optique, le projet de mobilité urbaine d'Abidjan, le groupe de la Banque mondiale a signé ce lundi avec l'État de Côte d'Ivoire un accord de financement de plus de 175 milliards de francs CFA. Une somme qui va servir à la réalisation de ce projet en vue d'améliorer l'accessibilité aux opportunités économiques et sociales et d'accroître l'efficacité du système de transport public. Herman Guivet. Quand il sera opérationnel, le projet de mobilité urbaine d'Abidjan, PMUA, va réduire les embouteillages, permettre un accès plus aisé aux moyens de transport, donc impacter positivement le quotidien des Abidjanais, parce qu'il sera possible de faire le trajet Yopougon-Bézerville en moins d'une heure d'horloge, ou encore permettre un accès plus rapide au centre des affaires, le plateau, aux populations par les transports en commun, et organiser l'espace dans les communes traversées, à savoir Yopougon, Atekoubé, Adjamé, Cocody et Bézerville. Il est prévu pour la première fois à Abidjan la construction d'une ligne moderne de BRT. Le BRT est un transport en commun sur voie dédiée avec des autobus de grande capacité allant jusqu'à 160 passagers minimum et électrique. À l'instar des autres systèmes comme le métro, le BRT d'Abidjan est conçu pour avoir un autobus chaque minute à chacune des stations. Voilà qui justifie cet accord de financement de plus de 175 milliards de francs CFA
remboursable sur 30 ans. Il a été signé entre le ministre de l'Économie et des Finances et la directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire. Un appui de la banque aux actions de l'État. Une amélioration de la mobilité à Abidjan de l'ordre de 20% pourrait accroître la croissance économique du pays d'au moins 1% selon les estimations économiques, avec des gains proportionnellement beaucoup plus élevés pour les plus démunis d'Abidjan. Le ministre de l'Économie et des Finances salue les actions du groupe de la Banque mondiale. Les appuis importants dont bénéficie notre pays confirment la volonté sans cesse renouvelée de la Banque mondiale d'accompagner la Côte d'Ivoire dans l'amélioration des conditions de vie des populations. La durée du projet de mobilité urbaine d'Abidjan-PMUA est de 6 ans. Un reportage réalisé par Francis Boiffaut. Une rencontre sous-régionale s'est ouverte ce matin. Il s'agit essentiellement de la valorisation des résultats de recherche et de développement de compétences. Les chercheurs des pays de l'UEMOA vont mettre à disposition des décideurs politiques le fruit de leurs recherches afin de mieux cerner les problématiques économiques et aussi sécuritaires de la région. Cheikh Koné. Après Dakar au Sénégal, Cotonou au Bénin, c'est à Abidjan d'accueillir le 3e séminaire régional sur la valorisation des résultats de recherche des chercheurs de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Parce que le constat démontre que l'impact de la richesse scientifique sur le développement de l'Afrique subsaharienne est encore insuffisant. Le réseau a pour ambition justement de fédérer les centres de recherche qui existent dans notre espace et que nous puissions mettre à la disposition de nos décideurs politiques des recommandations scientifiques mais aussi qui tiennent compte de la réalité de notre espace. Puisque souvent on fait faire des recherches par l'extérieur et c'est heureux aujourd'hui que des universités, des centres de recherche se mettent à la disposition des décideurs politiques et c'est cet esprit qu'il faut encourager. Durant 5 jours, les chercheurs des 20 centres de recherche affiliés au réseau Think Tank UEMOA vont réfléchir sur les grands défis de l'heure dans la zone communautaire. Ici sont rassemblés les chercheurs de l'UEMOA, ceux qui réfléchissent sur les enjeux et les défis de notre Union. Et vous savez que ces défis sont nombreux, ces défis sont importants. Ce sont les défis de l'employabilité des jeunes, ce sont les défis de la sécurité dans tout le Sahel, ce sont les défis de la paix. Et je crois que ces 3 thématiques ont été choisies à juste titre parce qu'il est important qu'aujourd'hui même nos pays règlent ces différents problèmes. Créé en 2016, le réseau Think Tank UEMOA a pour objectif de favoriser la collaboration, l'échange entre les institutions de recherche de l'espace UEMOA, la production, l'assimilation et la mise en commun des connaissances des problématiques communautaires. Promotion de l'intégration et du vivre ensemble, une association a été créée pour marquer les excellents rapports entre la Côte d'Ivoire et le Mali, son voisin. Le groupement transfrontalier Côte d'Ivoire-Mali est né à Tengrela, région nord ivoirienne. Les autorités administratives de ces 2 pays ont échangé. Sié Kouassi et Eugène Atoubé. À 900 km d'Abidjan, passant par Bouaké, Korogo et Boundjali, la ville de Tengrela ouvre ses bras aux visiteurs. Moins de 5 km séparent cette ville, chef-lieu du département dans la région de la Bagoué, de la frontière avec le Mali, favorisant le mouvement des populations de part et d'autre de la frontière commune. Les populations de Tengrela et leurs voisins maliens vivent une cohabitation exemplaire au nom d'une tradition d'hospitalité. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 1969, mais installé définitivement. Je suis marié ici, à Tengrela, au quartier Barola, avec laquelle j'ai eu des enfants. Le brassage ethnique, le brassage entre les 2 peuples, vous voyez que ça fonctionne à merveille. À Tengrela ici, tout le monde, nous tous on a des parents au Mali. C'est normal qu'on collabore ensemble, qu'on s'entende, qu'on fait tout ensemble. Les Maliens sont très accueillants. Ils nous aiment bien, nous les Ivoiriens. Quand on arrive là-bas, ils nous accueillent très bien. C'est ce que nous on souhaite, la cohésion sociale entre nous et les Maliens. Si les ressortissants maliens vivant à Tengrela se sentent bien dans cette localité, autant que toutes les autres populations allochtones ou allogènes qui s'y sont établies, ils le doivent à la volonté des autorités ivoiriennes au plus haut sommet de l'État de consolider l'harmonie intercommunautaire, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Cette volonté muée en engagement est relayée au niveau régional. Illustration, la ville de Tengrela même. Dans cette localité, le préfet s'emploie au quotidien à pérenniser les relations historiques et fraternelles entre le Mali et la Côte d'Ivoire.
Cela va se matérialiser avec la création, début de cette année 2019, d'un cadre de rencontre regroupant les circonscriptions administratives jouxtant la frontière ivoiro-malienne dans une perspective de renforcement de l'intégration sous-régionale. Avant, il y avait des petits soucis, mais pour le moment, avec des frontières mixtes, pour le moment aujourd'hui, ça va, il y a de l'amélioration. Depuis les rencontres ont commencé, vraiment, ça aboutit à quelque chose. Quand nous venons ici, les témoignages que les chefs de canton, les chefs de village, les autorités religieuses nous font, vraiment, ça nous fait comprendre que réellement les choses bougent. Moi, je peux même dire que je suis témoin des deux côtés. Les deux pays, chaque année, les Maliens viennent à Tengrela ici pour rencontrer nous les Ivoiriens. Nous aussi, on se déplace, aller au Mali pour aller le rencontrer. On discute entre nous ce qui ne va pas, on fait échange et puis on régit ce problème pour que les deux pays vont ensemble, on marche ensemble. En avril 2019, le cercle de Kolondieba au Mali a abrité un atelier sur l'intégration régionale effective entre la Côte d'Ivoire et le Mali, atelier assorti de recommandations. Septembre 2019, c'est au tour de Tengrela d'abriter une autre rencontre similaire, objet de toutes les attentes. Les participants à l'atelier, les populations, les élus et les autorités administratives appellent de tous leurs vœux la mise en application effective des recommandations de Kolondieba. Grâce à la coopération qu'on a commencé maintenant, ça va très bien. Quand on vole des baies là, un simple coup de fil, tu peux retrouver son baie. Parce que tous les longs des frontières, tous les sous-préfets, on a leur numéro. Tous les chefs de brigade, on a leur numéro. Tous les maires, on a leur numéro. Des deux côtés. Grâce à les deux préfets, on a fait collaboration, on a démenti les réseaux. Il y a plus de réseaux de vol de baies. Au niveau des frontières, sincèrement, si nous arrivons à Kadiana, nous partons. Tu as le pied sur haut, tu payes 1000 francs. Tu n'es pas le pied sur haut, tu payes 1000 francs. Ouais, Bougouni aussi presque la même chose. Arrivé à Bougouni, tu as le pied sur haut. Moi aussi, tu as le tout pièce complet, là, tu payes 1000 francs. Bon, la rencontre qui vient de commencer là, si Dieu a fait que ça change, vraiment, nous serons contents. Ce cadre de coopération que nous sommes en train de créer, c'est comme un arbre. Lorsque vous plantez un arbre, que vous n'arrosez pas cet arbre-là, il meurt. Nous nous attellerons à faire en sorte que ce cadre-là existe. Non seulement qu'il existe, mais qu'il vive. Qu'il vive au profit de nos populations. Qu'il vive au profit de notre pays et de celui du Mali avec lequel nous partageons de longues frontières. Si au plan institutionnel, il va falloir tenir compte du facteur temps pour la mise sur pied du groupement transfrontalier pour le développement et l'intégration socio-économique entre la Côte d'Ivoire et le Mali, les populations, elles, dans leur quotidien, donnent à voir déjà la pleine mesure de cette intégration. Comme ici, cette fin de randonnée pédestre qui célèbre la cohésion, le vivre ensemble et la paix à Tengrela. Comment amener les jeunes entreprises, start-up et organisations professionnelles à s'intéresser au secteur de l'énergie et du pétrole et à contribuer à les développer? Au nombre des solutions, un prix de l'innovation lancé par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Jean-Luc Bangbo. C'était l'une des recommandations du séminaire sur le pétrole et l'énergie tenu en juillet dernier à Yamoussoukro. Le prix de l'innovation se présente comme une contribution au développement des secteurs du pétrole et de l'énergie dans l'optique de faire de la Côte d'Ivoire un hub énergétique dans la sous-région. Les défis qui se présentent à nous sont nombreux et pour les surmonter, nous devons redoubler d'ardeur et poursuivre nos efforts dans la définition et la mise en œuvre de solutions et mécanismes innovants. Destiné aux jeunes entreprises, start-up et organisations professionnelles, ce prix récompensera les 2 meilleurs projets dans le secteur de l'énergie et de l'hydrocarbure. Nous avons une jeunesse qui est pleine de potentiel, pleine d'idées. Et nous souhaitons à travers ce prix accompagner ces jeunes-là à pouvoir traduire leurs idées en projets concrets. Nous allons veiller à ce que les 10 finalistes qui viendront présenter leurs projets, que chacune de leurs idées soit enregistrée pour éviter tout problème. Les 2 prix seront dotés, chacun d'une enveloppe de 10 millions de francs CFA, en plus d'un accompagnement durant l'implémentation des projets. Nous souhaitons qu'il y ait beaucoup plus d'émulation pour que les années à venir, nous puissions avoir aussi d'autres projets, plusieurs projets. Et cela dans l'objectif de faire en sorte que nous puissions aider nos jeunes
et aussi avoir un impact positif pour le secteur des énergies et des hydrocarbures dans notre pays. Les candidatures sont ouvertes à compter de ce 16 septembre jusqu'au 16 novembre prochain sur le site du ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables. Les candidats seront évalués par un jury composé d'experts issus aussi bien des secteurs privés et publics de l'énergie et des hydrocarbures. 200 fauteuils roulants, des kits scolaires et des kits alimentaires offerts aux personnes handicapées par le gouverneur du district autonome d'Abidjan. Une action en écho au programme social du gouvernement. Franck Wadio. L'esplanade de l'hôtel du district autonome d'Abidjan, transformée pour la circonstance en lieu de spectacle. Des centaines de personnes handicapées manifestent leur joie de recevoir des dons, et non des moindres, 200 fauteuils roulants, tous adaptés au handicap des bénéficiaires. Lorsque vous voyez que le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan lui-même se déplace et qu'il accompagne la présidente de l'ONG Aïboité, c'est un honneur pour nous. Nous ne pouvons que leur dire merci. Bénir Dieu pour que toutes ces choses se répètent très souvent en faveur de la dignité des personnes handicapées. Des bénéficiaires heureux, l'objectif des donateurs est atteint. Ce coup de pouce du gouverneur Begré Mambé et de la présidente de l'ONG Aïboité s'inscrit dans la droite ligne du programme social du gouvernement ivoirien, améliorer les conditions de vie des populations les plus défavorisées. Il est important pour nous d'appliquer cette idée d'autoroute de la solidarité émise et tracée par le chef de l'État, en complément de ce que font les ministères. C'est pourquoi nous sommes heureux d'être avec nos frères et nous allons essayer, en collaboration avec les différentes associations et les ONG qui contribuent à cela, de consolider les actions sociales à leur profit. Cette bretelle de l'autoroute que nous sommes en train de prendre, que le président nous ouvre, et nous la prenons et travailler pour que dans le social, tout le monde soit satisfait. En plus des tricycles, des kits scolaires, alimentaires et une broyeuse de manioc ont été aussi remis aux personnes handicapées, des personnes qui vont pour certains intégrer bientôt les effectifs du district d'Abidjan comme l'a promis le gouverneur Begré Mambé. Le mouvement Vision 2020 apporte aussi son appui aux personnes défavorisées. Une opération don de sang a été menée avec l'appui des ex-combattants et du centre de transfusion sanguine dans la commune d'Abobo, Ahmed Traoré et Kolo Koulibaly. Donner de son sang, c'est sauver des vies. Les populations de la commune d'Abobo l'ont si bien compris qu'elles sont sorties en grand nombre pour cette séance qui apportera une bouffée d'oxygène au Centre national de transfusion sanguine. En effet, il faut souligner que les donateurs sont essentiellement composés d'ex-combattants. Certains d'entre eux ont plusieurs dons à leur actif. Pour les remercier de leur générosité, le mouvement Vision 2020 s'engage à les célébrer. Et que ce mouvement appelle héros ordinaires. Selon son président, cette cérémonie répond aux exigences et principes du programme social du gouvernement qui sont de porter assistance aux démunis, aux personnes en détresse, aux blessés de guerre et aux accidentés. La particularité de la campagne que nous menons à Vision 2020, c'est que cette campagne se fait avec les ex-combattants, les démobilisés, qui depuis le programme de l'ADDR sont aujourd'hui civils. Ils sont partis membres de Vision 2020. Ils montrent par cet acte-là qu'ils sont vraiment engagés auprès du président de la République. Ils sont engagés avec le Premier ministre pour amener à bien toute cette politique sociale-là que le Premier ministre est en train de mener. Devant cet engouement, le pari d'accueillir des milliers de donateurs a été lancé lors de la collation qui a été offerte en toute convivialité dans la commune d'Abobo. En politique, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP mobilise dans la région de Lamé. Le ministre Joseph Seka, vice-président du parti, s'est rendu dans le département de Yakassé à Tobrou. Il a rencontré la jeunesse. Mamadou Kwasi. De nouvelles salles de classe pour le collège moderne de Biébi dans le département de Yakassé à Tobrou. Ces salles de classe viennent décongestionner ce collège qui connaît un effectif de plus en plus croissant depuis son ouverture il y a seulement quelques années. En plus du collège moderne, le groupe scolaire de Biébi reçoit également 3 salles de classe. Toutes ces salles sont équipées en table-banc par le conseil régional de Lamé, principal donateur.
Occasion saisie par le 3e vice-président du conseil régional, Joseph Seka, par ailleurs vice-président du RHDP, de rappeler que ces actions s'inscrivent dans le volet social de la politique du gouvernement et qu'elles vont toucher tous les autres secteurs de la vie. Propos et actions qui ont convaincu les jeunes de cette sous-préfecture de Yakassatobro. L'installation du bureau de la jeunesse de Biébi a été le cadre choisi par ces jeunes pour exprimer leur volonté à accompagner le président de la République, Alassane Ouattara, pour le développement du canton à Tobro. Le ministre Joseph Seka a demandé aux jeunes de se mettre au travail et surtout à soumettre leurs projets au guichet emploi en vue de bénéficier de financement. Pour lui, le développement de leur canton passe par la promotion du vivre ensemble et au soutien du président Alassane Ouattara à travers le RHDP. Jeunes modèles, des jeunes respectueux de nos traditions, des jeunes respectueux de nos aînés, des jeunes respectueux des lois de la République de Côte d'Ivoire. Parce que c'est à cela que vous êtes destinés. Parce que c'est par cela que vous allez assurer vous-même votre réussite. Après Biébi, cap a été mis sur Fiassé, un autre village du canton Tobro. Ici, il s'agit des journées socio-culturelles et sportives, cadre choisi par le ministre Joseph Seka pour inviter la population à soutenir davantage les initiatives de paix et de développement engagées par le président de la République et par son gouvernement. Message bien perçu par les populations qui s'inscrivent désormais dans la dynamique du vivre ensemble. On parle aussi de sport et de cohésion avec ce tournoi de football qui vise à renforcer la cohésion et l'entente à Daloa, centre-ouest de la Côte d'Ivoire. 32 équipes en compétition pour ce tournoi Dominique Ouattara. Christelle Bédéja et Godefroy Kambawa pour le bilan de ces rencontres sportives. Instaurer un climat de paix et de cohésion sociale, c'est ce à quoi veulent parvenir les autorités de la commune de Daloa à travers le tournoi de football qui porte le nom de la première dame, Dominique Ouattara. Au total, ce sont 32 équipes qui ont pris part à cette compétition avec la victoire de Magic FC du quartier Sissoko. L'esprit d'équipe, la discipline et la cohésion sociale, autant de valeurs que les autorités municipales de Daloa entendent inculquer aux jeunes à travers le sport. Nous venons de démontrer par l'organisation de ce tournoi que nous sommes une ville capable. Je suis un maire comblé, un maire avec toute son équipe satisfait. Et j'espère que ce tournoi a pu plaire à la population de Daloa. Toutes les équipes sont reparties avec des équipements sportifs et des enveloppes estimées à plus de 600 000 francs CFA. Les autorités municipales entendent initier des actions du même genre afin de renforcer le vivre ensemble dans cette localité. Grand Bassam, dans la région sud du pays, prépare l'Abissa 2019 pour les dates du 20 octobre au 3 novembre prochain. Le comité d'organisation de cette célébration purement traditionnelle a présenté les grandes articulations. Serge Colléa. C'est une institution culturelle bien établie en pays Nzima Kotoko. L'Abissa marque le nouvel an et symbolise l'unité du peuple autour de son roi. Sa Majesté, Nanan Désiré Amon Tanoué, par sa présence, jette les bases de cette fête traditionnelle populaire. Les 7 familles, piliers de la société Nzima et de la cohésion sociale, c'est le thème de l'édition 2019. Sachant que chaque Nzima est membre d'une des familles, on peut considérer que l'Abissa de cette année va rassembler tout le peuple Nzima autour de cette famille. Aux amis du peuple Nzima qui, l'année dernière, ont peut-être regretté de ne pas avoir l'Abissa dans toute sa dimension, le peuple Nzima aujourd'hui travaille pour que l'Abissa recouvre toute sa dimension, à la fois sur le jour de la retraite, donc une semaine de retraite pour pouvoir faire le bilan de l'année, et ensuite une semaine de réjouissance. Critique sociale, transmission du savoir et des valeurs identitaires aux jeunes, danse et rythme sont prévus pour égayer les centaines de milliers de visiteurs et touristes attendus. Les Nzima vont s'ouvrir à d'autres peuples, les peuples de Côte d'Ivoire. Les Nzima vont s'ouvrir à des peuples du monde. Et toute cette présentation va se faire autour de l'Edongolé, autour du tam-tam sacré. Le ministère de la Culture et de la Francophonie, Côte d'Ivoire Tourisme et d'autres partenaires accompagnent l'événement. L'Abissa 2019 se tient du 20 octobre au 3 novembre prochain à Grand Bassam. Élection présidentielle en Tunisie, ce premier tour a été marqué par une offre inédite de candidats, plus d'une vingtaine.
Les premiers résultats ne sont que partiels. Sur 52% de bulletins dépouillés, l'universitaire conservateur sans parti politique, Kaïs Saïd, est en tête avec 18,7% des voix. Il est suivi par l'homme d'affaires Nabil Karaoui, 15,5%. Et ensuite vient le candidat soutenu par Enada, Abdel Fattah Mourou, 13,1% des voix. Les résultats définitifs sont attendus au plus tard demain mardi. Et puis en Birmanie, pour terminer, selon une commission d'enquête des Nations Unies, les quelques 600 000 Rohingyas encore présents dans le pays vivent sous la menace d'un génocide. Les autorités birmanes ne feraient rien pour prévenir de nouvelles atrocités contre cette minorité musulmane persécutée par l'armée. Toujours selon l'ONU, à cause des restrictions imposées par l'armée, les civils ne peuvent pas se déplacer librement ni obtenir d'aide humanitaire. Beaucoup n'arrivent donc plus à se nourrir. La torture de personnes soupçonnées d'aider les rebelles se généralise et les viols commis par les forces armées sont fréquents. Et c'est tout pour ce 20h. Suivez-nous aussi sur les www.rti.ci. Je vous retrouve encore demain avec grand plaisir sur RTI 1.